J'ai beaucoup pleuré à cause de ce projet, et plus encore à cause des modalités de sa réalisation. Plus j'avançais dans le projet, plus je prenais du recul, et plus je réalisais tous les mécanismes bien souvent invisibles qui s'y jouaient, et qui, s'ils ne sont pas nommés, peuvent littéralement saboter tout élan et jusqu'au projet lui-même. Ces mécanismes, et comment les déjouer, je vous le partage ici. Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. Dernièrement, j'ai été amenée à participer à un projet et j'ai été amenée par choix à ne plus participer à ce projet. Alors pour être honnête, je vous le disais en intro, j'en ai beaucoup pleuré. Parfois, je me suis sentie extrêmement triste. Parfois, c'était plus une forme de colère, cette espèce de rage intérieure de me dire mais mince, ça aurait pu, ça pourrait être tellement bien parce que le projet il est beau, parce que l'intention de départ elle est honorable et parce que j'y mettais moi-même beaucoup de cœur, de l'élan, du temps, de l'énergie et aussi, et c'est un paramètre très différent, tout un champ d'expertise et de compétences extrêmement conséquent qui allait de mon regard éclairé sur l'intégralité du projet jusqu'à mes choix guidés par mon expertise et plus encore jusqu'à chacune de mes actions. Et pourtant, je suis sortie de ce projet parce qu'il s'y jouait beaucoup de mécanismes invisibles qui ont littéralement saboté, voire vraiment sabordé tout élan, et plus que ça, qui ont saboté les compétences que je pouvais y mettre, parachevant complètement ma décision de ne plus en faire partie. Alors j'ai beaucoup pleuré, c'est vrai, mais j'allais pas m'arrêter sur cette tristesse ou sur mes larmes. Il y a eu chez moi, comme souvent, cette nécessité à prendre du recul, à observer les faits, à analyser ce qui s'était joué dans les interactions. Et puis bien sûr, vous me connaissez, à transmettre. Et donc c'est l'objet de cet épisode, qui est le premier d'une série de 3, c'est vous partager ce regard expert qui permet de voir, de comprendre finalement en un mot, d'élucider, ce qui permet à un projet de perdurer sereinement dans le temps ou au contraire, ce qui peut faire qu'il s'effondre. Mais avant de commencer cette série de 3 épisodes, je me dois de vous dire plusieurs choses. Déjà la première, c'est que je ne vais pas nommer le projet lui-même parce que c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est l'analyse des mécanismes qui se jouent dans un projet humain et dans un projet pédagogique pour que toi, pour que vous, auditrices, vous puissiez avoir des outils pour que la réalisation de vos propres projets puisse se passer au mieux. Et puis, bien entendu, je vais pas non plus nommer les personnes, déjà parce que c'est pas le sujet et j'ai ni à cœur, ni la motivation, ni l'intention à nommer telle ou telle personne. Je redis, c'est pas le sujet et je vous encourage d'ailleurs, en termes de positionnement pédagogique, mais plus largement en termes d'éthique humaine, de bien distinguer ce qu'est une personne donnée de ce que sont ses intentions, de ce que sont ses actions. Je ne juge pas ici les personnes, j'observe leurs actions et j'en propose une analyse éclairée et consciente même de mes propres biais. Donc dans toute la suite de cet épisode, comme dans les suivants, c'est pas les personnes que je vais pointer du doigt du tout, c'est les actions, ce sont les mots, ce sont des façons de procéder que je vais observer pour à la fois nommer ce qui s'y joue et puis surtout nommer et choisir ce qui peut être conservé parce que c'est judicieux par rapport à un contexte donné ou au contraire expliquer pourquoi ces actions ou ce cadre sont dysfonctionnels. Néanmoins, il faut bien que vous sachiez, ce dont je suis en train de parler quand j'évoque ce projet, donc pour vous en donner un peu les contours, imaginez une petite dizaine de personnes d'horizons différents qui se retrouvent pour co-organiser un événement estival qui s'étale sur plusieurs jours et qui va comporter lui-même plusieurs éléments. Un temps de prise de parole, organisé puis libre, la mise en place d'un lieu dédié ouvert à des visiteurs, et puis aussi un moment central de cet événement qui est des temps, si ce n'est de formation, en tout cas de mouvement et de partage artistique. Alors pour l'historique, au tout début, j'étais pas associée directement au projet.
Ce sont les personnes concernées qui, à l'unanimité, ont fait appel à moi pour assurer la coordination pédagogique. C'est un besoin qui a émergé et qui a été nommé de façon assez judicieuse par une des personnes du groupe, de se dire: «Attendez, il y a plusieurs jours avec des temps de mouvement partagés, des personnes différentes qui vont intervenir, il faut assurer une coordination pédagogique à tout ça». Appel est donc fait à mes services, ce que j'ai accepté avec cœur, avec joie, avec élan, et aussi parce que je savais combien mon bagage, mon expérience et aussi mon expertise pouvaient porter le projet au mieux. Alors, spoiler du 3e épisode de cette mini-série, je parle de coordination pédagogique, mais il s'est avéré dans les faits que ma mission, elle a été bien plus large, bien plus vaste que ça, allant de la création de contenu de la semaine à de la coordination pédagogique, à de la supervision pédagogique, c'est pas la même chose, je vous expliquerai la différence, à du coaching pour asseoir la légitimité d'une des personnes concernées directement par le projet, à de la formation pédagogique en tant que telle, en passant même par de la structuration générale de tout l'événement, jusqu'à même la création d'un programme pour les prises en charge financières des stagiaires, ou même la mise en place d'outils très concrets pour permettre et faciliter les échanges dans le groupe. Et toutes ces missions, je les ai prises à bras-le-corps, même si une seule avait été attribuée, dans un flou absolu, avec un manque de reconnaissance. J'en parlerai dans le 3e épisode. Mais pour ce premier épisode, il s'agit de répondre à la question: qu'est-ce qui se passe dans un fonctionnement de groupe quand les rôles, les responsabilités, les personnes capables de décision et le cadre ne sont pas clairs? Je vais vous parler de la valeur d'une parole donnée. Est-ce qu'elle est éclairée ou non par la compétence? Je vais vous parler de gouvernance. Et avant ça, je vais vous parler d'une notion qui est fondamentale, c'est le cadre. Je vais parler du cadre et plus que ça, de la nécessité qu'il y a à définir le cadre d'un projet, quel qu'il soit, d'un cours, quel qu'il soit, d'un atelier, d'un stage, quel qu'il soit, d'un fonctionnement entre humains, quel qu'il soit. Poser un cadre, c'est pas seulement définir la matière de ce qu'on va travailler. Est-ce que c'est un cours de pilates? Est-ce que c'est un workshop de danse? Est-ce que c'est une retraite de yoga? Non, poser un cadre, c'est nommer, définir et être d'accord sur des modalités relationnelles. Je pense que je vais vous faire sourire, je prends souvent le même exemple. Est-ce que quand on couche avec quelqu'un, ça veut dire qu'on est de fait en couple? Est-ce que quand on est en couple, ça veut dire qu'on est de fait dans de l'exclusivité sexuelle? Est-ce que quand on a passé toute une soirée d'anniversaire avec des copains, à échanger joyeusement avec la personne à côté de nous, qu'on a échangé nos coordonnées, ça veut dire pour autant qu'on est devenus amis? Est-ce que ça veut dire qu'on va se revoir, s'appeler la semaine suivante, partir en vacances ensemble? Est-ce que parce qu'on fait Noël en famille, une personne donnée va offrir un cadeau à chacune des autres personnes présentes? Est-ce que quand on est un formateur, une formatrice qui donne un stage, on déjeune de fait chaque midi avec les stagiaires? Est-ce que quand on donne un cours, comme c'est le cas pour nous profs qui sommes en charge d'amener du contenu, il n'y a pour autant pas de temps de parole donné aux apprenants-apprenantes? Dans tous les exemples de situations relationnelles que je viens de citer, il y a une nécessité à définir les modalités de cette relation. C'est faire ensemble un pacte oral, moral, parfois même écrit, pour savoir comment on va évoluer ensemble. Alors attention, je me dois de vous prévenir aussi tout de suite que nommer un fonctionnement, c'est une première étape qui est nécessaire pour que le cadre soit efficient, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une autre étape, une fois le cadre nommé, que je vous révèle dans la formation Dynamo, qui demande tout un travail de mise en place pédagogique auquel un seul épisode de podcast ne peut pas répondre. C'est un vrai travail pédagogique à faire en tant que tel. Mais pour revenir à ce projet et au cadre de ce projet, ce qui a été problématique, c'est que les modalités d'interaction, et j'y reviendrai tout à l'heure, les rôles de chacune, n'ont pas du tout été définis. Le cadre n'était pas défini, les rôles n'étaient pas définis, la valeur de la parole de chacune n'était pas définie, la gouvernance n'était pas définie. Et c'est là où je vous avoue que j'ai été moi-même assez surprise, parce que tout à l'heure, je vous donnais des éléments pour distinguer un peu les contours de ce projet. Et dans la petite dizaine de personnes qu'il y avait, il y a 2 personnes qui sont gérantes d'un lieu et d'un organisme de formation. Il y a 2 personnes qui sont co-directrices artistiques
et il y a un artiste invité et un ancien stagiaire, et puis moi qui suis donc appelée pour la coordination pédagogique. Devant ce constat, j'étais partie moi-même sur une évidence, mais qui visiblement n'était pas du tout partagée, c'est que nos rôles et notre pouvoir décisionnaire n'étaient pas les mêmes. Pour moi, on était un peu l'agence touriste, The A-Team dans la version originale. Alors pour les personnes qui n'ont pas la ref, on est sur une série des années 80, avec des personnages aux caractéristiques et aux rôles extrêmement bien définis. Il y a toujours Barracuda qui va construire un tank à partir d'une vieille bagnole rouillée, 4 bouts de tôle et un chalumeau. Avant ça, il y a Futé qui va jouer de ses charmes, déguisé parfois pour obtenir des informations. Looping, mon préf, qui est complètement frappadingue, qui va piloter tout ce qui vole. Et Hannibal, le chef de la bande, cigare au bec, qui dit toujours à la fin de chaque épisode « J'adore quand un plan se déroule sans accroc ». J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Il y a donc dans l'exemple que je donne des rôles qui sont attribués, des compétences qui sont reconnues comme telles, utilisées comme telles, et aussi des personnes, en l'occurrence une personne qui va être nommée, reconnue comme décisionnaire, ici Hannibal, le chef de la bande. J'en profite pour rappeler au passage qu'une personne décisionnaire, c'est pas elle qui a obligatoirement les compétences techniques liées à un domaine donné. Par contre, ce qui me paraît nécessaire dans tout projet, si ce n'est en tout cas fortement pertinent, c'est que la personne qui est décisionnaire, elle acte les décisions favorables au groupe en basant son avis sur l'éclairage qui est donné par les gens de terrain, par les gens qui ont des compétences, des connaissances sur un sujet donné. Et dans le projet que je suis en train de décrire, il y avait des personnes qui avaient des capacités décisionnaires, même un droit de veto. Si l'artiste invité dit « je ne viens pas », eh bien la semaine de pratique n'a pas lieu. Si les personnes qui sont gérantes du lieu et de l'organisme de formation disent « il y aura 2 jours de pratique et non 5 », elles sont en droit de poser un veto. Si elles choisissent qu'il y ait ou non une possibilité de prise en charge financière, elles sont les seules personnes décisionnaires par rapport à ce sujet. Dans le groupe que nous constituions, les rôles n'étaient pas les mêmes et la possibilité de décision ou non n'était pas la même chez chacune des personnes. Et ça n'est en rien problématique. Ça peut même être une base sur laquelle constituer le cadre des échanges qui vont avoir lieu, le cadre du projet qu'on est en train de mettre en place. Mais ce qui a été problématique, c'est une fiction d'horizontalité. C'est une des personnes qui prononce ce mot alors qu'elle est elle-même décisionnaire sur certains plans, de dire « mais là, on est tous pareils, on est tous au même niveau ». Or, c'est faux. Pour les raisons que je viens de vous indiquer précédemment, certaines personnes ont un pouvoir décisionnaire alors que d'autres pas. Et je crois qu'il y a eu une erreur pour moi à cet endroit-là, moi qui conseille les personnes que j'accompagne de nommer leurs propres évidences, c'est de me dire, pour moi c'était une évidence que les rôles et les possibilités de décision qui n'étaient pas équivalentes ne nous mettaient pas sur le même plan. Quand la personne qui a une capacité de décision dit à ma grande surprise, on est tous au même plan, on est tous au même niveau, c'est pas ces mots-là qui sont problématiques ou ce cadre-là, s'il était réel en tout cas, c'est pas ça qui est problématique. On peut tout à fait décider de faire fi des étiquettes que l'on a, des compétences que l'on a, et décider qu'on évolue avec tous et toutes une parole qui est égale et que les décisions vont se prendre soit collégialement à l'unanimité, soit collégialement à la majorité. Mais ce qui est problématique, c'est que ça ne correspondait pas à la réalité. Je viens de le dire à l'instant, la personne invitée pouvait dire non, je viendrai pas, et la semaine de partage artistique n'aurait de fait pas eu lieu. Au même titre que c'est pas l'ancien stagiaire qui avait un pouvoir décisionnaire sur le programme permettant les prises en charge financières ou non. Et c'est là où c'est problématique, parce que le cadre, il était déjà en train de bouger. On croit évoluer au sein d'un même cadre alors que c'est pas le cas. Et là, il n'en est rien. Les rôles ne sont pas définis, la valeur de la parole de chacun, chacune n'a pas été définie, le fait que les personnes qui puissent prendre des décisions n'ont pas été définies. Et surtout, il y a une grande incohérence entre ce qui est dit ouvertement et ce qui est pratiqué dans la réalité, puisque, et je vous le raconterai un peu plus tard, il y a des décisions qui ont été prises de façon unilatérale. Et attention,
Quand je dis cadre, il vous faut pas imaginer que c'est extrêmement strict ou extrêmement pyramidal. Un cadre, c'est juste définir les contours d'une modalité relationnelle. On peut tout à fait choisir que c'est une seule personne qui décide malgré tout, avec un regard éclairé ou non. On peut décider qu'il y ait du 49.3 et faire passer coûte que coûte une décision. On peut décider qu'il y a une personne qui a des compétences pour pouvoir amener un regard éclairé, réfléchi, porté par son expertise ou son expérience, qui va éclairer les personnes décisionnaires sans pour autant être porteuse de décision elle-même. On peut au contraire choisir de gommer ou non les compétences de chacune, mais en tout cas faire en sorte que chaque voix vaut autant que celle des uns, des unes, des autres. Et finalement se dire qu'on est tous et toutes sur le même plan. Donc j'allais dire, peu importe le type de cadre, il peut être extrêmement large ou au contraire très resserré, mais ce qui est nécessaire, c'est de le définir au préalable. C'est une nécessité pour pouvoir évoluer ensemble sereinement. Et là, c'est ça qui est problématique dans ce projet. C'est l'absence de clarification, c'est l'absence de cadre, c'est l'absence de clarification des rôles, des responsabilités, des capacités de décision. Et la question qui n'a jamais été tranchée finalement et qui aurait dû l'être plus tôt, elle est toute simple. C'est, est-ce que le projet fonctionne comme un espace collectif, participatif, où toutes les voix se valent, ou bien est-ce que le projet fonctionne comme un espace avec une gouvernance qui est très claire, des personnes décisionnaires qui sont identifiées, nommées comme telles, reconnues comme telles? Quand je dis ça, c'est pas pour dire qu'il y a une solution qui est mieux que l'autre. Par contre, il faut que les réponses à ces questions, elles soient posées, elles soient nommées. Si tout ça, ça reste implicite, il va y avoir des tensions inévitables dans le groupe. Il va y avoir des zones de flou relationnel qui bien souvent bénéficient à des enjeux de pouvoir, à des conflits d'intérêts, j'y reviendrai dans le 2e épisode de cette mini-série, ou même des enjeux affectifs qui finalement vont être délétères à la sérénité des relations humaines et par ricochet, délétères au projet lui-même. Définir un cadre, c'est donc commencer par se dire qui a quel rôle, qui a une capacité décisionnaire ou pas. Mais c'est pas tout. Définir un cadre, c'est aussi se dire quelle est la valeur accordée à chacune des personnes en présence. Je vous donne un exemple concret. On va partir d'une situation. Admettons, je vais chez un kiné pour une douleur d'épaule pour faire en sorte que ça aille mieux. La parole que je pose sur les sensations éprouvées a une valeur. Le récit que je fais de ma vie, de mon mouvement, de l'usage de moi a une valeur. Mon avis sur la démarche à suivre à partir de mes sensations a une valeur. Mais mon avis, il ne remplace pas les compétences professionnelles de la personne qui me fait face. De la même manière que dans un cours, où une élève peut dire « je me sens en difficulté, je me sens pas bien, je me sens pas prêt, je comprends pas », cette parole a une valeur bien sûr. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ou elle a la capacité d'évaluer tout seul, toute seule, ce qui est pertinent pédagogiquement parlant pour lui ou pour elle. Et là, vraiment, je vous invite à poser cette chose noir sur blanc au même titre que tout à l'heure je disais, ne confondons pas une personne avec ses intentions, avec ses actions. Eh bien, ne confondons pas un avis personnel avec des connaissances, des compétences, des savoirs, des savoir-faire qui vont éclairer un propos sur un domaine donné, quel qu'il soit. Alors vous allez me dire, on peut tous et toutes potentiellement avoir un avis sur une chose donnée. Déjà ça en soi, c'est potentiellement discutable, mais là, il s'agit de savoir distinguer un avis personnel de connaissances, de savoir, de savoir-faire, d'apports qui vont être éclairés par l'expérience, par l'expertise. Et donc sur un sujet donné, tous les regards, toutes les paroles ne se valent peut-être donc pas. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il y a une personne qui sait tout mieux que tout le monde, indépendamment de tout contexte. Enfin, quoique, peut-être que vous, comme moi, on connaît des gens qui fonctionnent comme ça. La vraie question, c'est est-ce que la personne est en train de verbaliser un avis personnel ou bien des savoirs, des savoir-faire? L'autre question à se poser, c'est est-ce que moi, je suis en capacité de reconnaître ça chez moi, chez l'autre? Est-ce que je suis en capacité
d'entendre des apports portés par ses connaissances, par ses compétences. Et surtout, la question qui arrive juste après, c'est comment est-ce qu'ensemble, on choisit ou non de construire un cadre à partir de ces faits-là? Est-ce que le cadre qui est posé, il indique que le regard et la parole de chacune se vaut ou non? Je vais vous donner un exemple très concret. C'est une ancienne participante de ma formation Dynamo qui disait qu'elle avait des petits soucis dans le cadre le relationnel avec un groupe d'adultes pour lesquels elle donnait cours chaque semaine. Et j'allais dire, en fait, les adultes, elles se sentaient un peu chez elles. Vous savez, quand les personnes, elles sont dans un lieu, dans une structure depuis longtemps et que nous, on arrive soit pour un remplacement, soit pour prendre le relais et s'installer durablement dans cette structure, c'est vrai que les élèves, les apprenants, apprenantes, pratiquants, pratiquantes, il y a certaines choses, certains paramètres qu'ils connaissent bien mieux que nous. Ils peuvent connaître très bien le fonctionnement de l'association, le bureau de l'association, ils connaissent le lieu, ils connaissent l'endroit où on range le matériel. Pour autant, est-ce que ces personnes-là, qui viennent suivre un enseignement, ont une capacité, une expertise suffisante pour pouvoir juger, jauger de leur propre niveau? Et attention, quand je dis ça, ça ne retire pas à tout un chacun la capacité d'aller à la rencontre de ses propres sensations, à percevoir une progression, à pouvoir la nommer. Tiens, ça j'ai progressé, ça je sais le faire, ça je ne sais pas encore le faire. Mais pour autant, dans la situation que je décris, cette prof, elle était face à des élèves qui disaient non, 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 attends, moi ça fait 10 ans que je suis des cours de danse, ça fait 10 ans que je suis dans cette structure, donc toi, la prof, là, tu ne me mettras pas dans tel groupe de tel niveau. Et cette prof que j'accompagnais était un peu sidérée et bien en peine de se dire mais attends, je vois bien que cet élève n'a pas le niveau suffisant pour intégrer tel groupe. Et c'est là où il y a une problématique de cadre à résoudre. C'est que tous les regards, toutes les paroles ne se valent pas. Nous, en tant que prof, c'est pas qu'on sait mieux que l'autre ce qui est bien pour lui, c'est pas qu'on sait mieux que l'autre quelle sensation il ou elle a ou doit avoir. C'est pas ça. C'est qu'on a une expertise, des compétences qui nous permettent de lire le corps d'une personne, de voir des endroits de mobilité, de voir, d'évaluer des endroits de progression, de proposer des contenus qui soient adaptés à un groupe, à un niveau donné, à un public donné. Tout ça, ce sont des savoirs et des savoir-faire qui font que notre parole n'a pas complètement la même valeur sur ces sujets-là que la personne qui nous fait face. Et je redis, ça ne veut pas dire qu'on sait tout mieux que tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se remettre en question, ça ne veut pas dire que la personne, l'élève qui nous fait face n'a pas des choses à nous apprendre. Entre autres enseignements, j'interviens à l'université, mais je ne sais pas moi ce que ça fait d'avoir 18 ou 20 ans en 2026. Ce sont les étudiants et étudiantes qui me l'apprennent. Je ne sais pas ce que c'est d'être circassien, circassienne en études de musicologie. Ce sont les étudiants qui me l'apprennent. En revanche, ce qui est certain, c'est que pendant le temps du cours, je suis là pour leur amener mes connaissances en anatomie et en physiologie, que les personnes d'en face, ces étudiants et étudiantes, n'ont pas encore en tout cas. Donc entendons-nous bien et faisons bien la distinction, je ne dis pas qu'il y a des personnes qui valent mieux que d'autres, loin de là. Et vous connaissez mon credo, si je ne crois plus en ton humanité, c'est la mienne que je perds. Je ne parle pas de la valeur des personnes, je parle de la valeur d'une parole qui est donnée. Est-ce un avis personnel ou est-ce un apport de savoir et de savoir-faire? Une opinion basée sur l'expérience, l'expertise, les compétences. Moi, si vous me demandez si c'est mieux de tapisser une chambre avec du papier peint intissé, du vinyle ou que sais-je, je ne saurais pas vous répondre. Je n'ai pas de connaissances sur le sujet. Et donc, je vais faire quoi? Je vais écouter la personne qui, elle, en a des compétences sur ce sujet-là. Pour revenir à la problématique de cette prof participante à la formation Dynamo, je l'ai invitée à se repositionner, à repositionner un cadre, des endroits d'expertise, des modalités relationnelles qui soient claires avec ces fameuses élèves. Et puis pour revenir à ce projet dont la réalisation m'a tiré tant de larmes, je me dis que cette phrase qui avait été prononcée, on est tous et toutes au même niveau, c'était non seulement une fiction absolue d'horizontalité, puisque nous n'avions pas les mêmes capacités décisionnaires, mais aussi, on est tous et toutes au même niveau, semblait indiquer que nous avions tous et toutes des compétences sur chacun des sujets que nous allions évoquer pour le projet.
alors qu'il n'en était rien. L'artiste invité ou l'ancien stagiaire, ils ne connaissent rien au dossier de prise en charge financière, au même titre que les gérants de l'organisme de formation n'étaient pas en capacité de pouvoir guider un cours de mouvement. Définir un cadre, c'est donc être en capacité de nommer, je le disais au tout début de l'épisode, les rôles de chacun et de chacune, mais c'est aussi être en capacité de nommer les domaines d'expertise et de savoir s'il y a une corrélation entre les deux. Est-ce que la personne qui a une expertise a un rôle qui lui est attribué ou pas? Elle peut très bien ne pas être décisionnaire et pour autant voir son champ de compétences reconnu, entendu comme tel et permettant un éclairage pour toutes les personnes du groupe et pour les personnes qui vont être en charge de prendre les décisions. Et j'allais presque dire, peu importe les choix qui sont faits, mais ce qui est nécessaire, c'est qu'ils soient au préalable nommés comme tels, que le cadre soit nommé, que la valeur de la parole de chacun, chacune soit nommée, que la gouvernance, c'est-à-dire la manière d'exercer le pouvoir, soit choisie et nommée. Une amie et partenaire de travail me disait dernièrement, tu sais, en général, quand les relations, elles sont floues, ce flou, il profite bien souvent aux gens qui sont dans des enjeux de pouvoir ou des enjeux affectifs. J'y reviendrai dans le prochain épisode. Mais c'est triste à dire, mais je crois qu'elle a raison. Parce que finalement, dans le projet que j'évoque, non seulement les rôles décisionnaires n'ont pas été attribués, mais aussi les prises de pouvoir, elles sont devenues erratiques, mouvantes. Je vous donne un exemple. Cet ancien stagiaire, il était dans une forme de modération tacite. Il intervenait pour dire ce qui était pertinent ou non de discuter ensemble, pour fermer certains sujets, pour orienter les échanges, alors qu'aucune place de modérateur ne lui avait été attribuée. Autrement dit, cette personne, elle finissait par exercer une fonction sans légitimité formelle, sans mandat pour le faire. Alors que, dans un projet où le cadre il est structuré, nommé comme tel et accepté par tous et toutes, le rôle de modérateur-modératrice, si on souhaitait qu'il y en ait un, serait attribué, reconnu comme tel, accepté. Et surtout, ce type de posture, la posture que je décris, où la personne modère les échanges sans que ce soit demandé, cette posture, elle serait nommée, elle serait potentiellement recadrée. Alors que là, comme de cadre il n'y avait pas, eh bien, cette prise de pouvoir pouvait exister librement, même si c'était délétère aux échanges et finalement délétère au projet lui-même. Je vous donne un autre exemple, toujours sur ce projet. L'artiste invité a choisi d'indiquer des prérequis pour accéder à cette semaine de mise en mouvement. Sauf qu'en fait, ces prérequis, éclairés par ses connaissances, par ses compétences, eh bien, sont devenus discutables chez cet ancien stagiaire, contestés, ouverts à débat, puisque finalement n'avait pas été posée la compétence et la légitimité de cet artiste à poser des modalités, des prérequis pour pouvoir accéder à la semaine de formation, alors que pourtant c'était pleinement son rôle. Et paradoxalement, dans le même temps, d'autres décisions étaient prises, des décisions humainement assez fortes, assez conséquentes, même si je ne les décris pas ici. Ces décisions, elles étaient posées, actées de façon unilatérale par certaines personnes du groupe, de façon indiscutable, au nom même du respect, respectons la décision qui a été prise, même si c'était avec une incohérence profonde avec l'organisation de l'événement. En d'autres termes, certaines décisions devaient être respectées sans discussion et d'autres décisions prises pourtant par des personnes protagonistes de l'histoire avec des connaissances et des compétences pour le faire, eh bien, elles pouvaient être remises en cause librement et surtout sans que les critères de cette différence de traitement des décisions ne soient jamais expliqués, ne soient jamais cadrés au préalable, ne soient jamais limpides comme ils auraient dû l'être. Et ce que va produire ce type de fonctionnement, c'est une sensation, si ce n'est une réalité, de sensations qui sont, mais alors, complètement arbitraires. Mais l'arbitraire, c'est l'ennemi direct d'un cadre pédagogique ou organisationnel qui est fiable et qui est pérenne. Donc non seulement le cadre, il n'était pas défini, mais il a ouvert à une confusion majeure dans
les rôles attribués à chacun chacune, dans la valeur de la parole que pouvait porter chacun et chacune, donc dans son expertise, dans sa légitimité, et aussi dans les choix de gouvernance qui étaient faits et qui étaient tout le temps mouvants. Dans ce type de cadre flou, on voit arriver à une seconde dérive, c'est que toutes les paroles se retrouvent mises au même niveau, indépendamment de l'expérience, de la compétence. Et c'est que les décisions peuvent devenir unilatérales ou complètement arbitraires. Ce que je pointais du doigt à l'instant chez cet ancien stagiaire qui prend position sur des sujets qui demandent une expertise pédagogique, organisationnelle, parfois même qui pouvait aller jusqu'au juridique, sans avoir cette expertise, c'est problématique. Mais ce qui est extrêmement problématique, c'est que ça ne soit pas régulé. C'est que le groupe et les individus qui constituent le groupe ne réagissent pas. Il n'y a pas de différenciation entre une opinion personnelle ou une parole éclairée par l'expérience ou l'expertise. Il n'y a pas de rôle décisionnaire attribué qui vont permettre de structurer sereinement et de façon optimale le projet. Et donc là, on est face à deux grandes problématiques. Le problème, c'est pas qu'il y ait des rôles différents, souvenez-vous de l'agence Torisk. Le problème, c'est que ces rôles différents produisaient des pouvoirs différents, mais tout en étant présentés comme dans un fonctionnement très horizontal, très collégial. Et puis surtout, ce cadre complètement flou, cette confusion majeure entre les niveaux de parole et les niveaux d'expertise, ce qui est problématique, c'est que ça n'a pas été relevé comme tel, malgré mes efforts à vouloir le faire et à pouvoir le nommer. Et ça, quand ça arrive dans un projet, c'est un angle mort structurel qui est extrêmement conséquent, qui va être non seulement délétère à l'élan que peut mettre chacun chacune dans le projet donné, dans le cours donné, dans la relation donnée, mais aussi qui va être délétère au projet, à la relation elle-même, puisque ce flou ouvre la porte à des modérations tacites, à des enjeux de pouvoir, à de l'invisibilisation de connaissances et de compétences qui vont finir par mettre à mal, de façon assez invisible souvent, le bon déroulé du projet. Faites le rapprochement avec un cours où personne ne sait réellement qui décide quoi. Est-ce que les élèves peuvent interrompre à n'importe quel moment le cours ? Est-ce qu'ils et elles peuvent corriger la consigne devant le groupe ? Est-ce qu'ils et elles peuvent décider eux-mêmes, elles-mêmes, du niveau du cours dans lequel ils et elles vont ? Est-ce qu'un ou une ancienne élève peut commencer à répondre à la place du prof parce qu'il est là depuis 10 ans ? Et tous ces endroits-là, s'ils ne sont pas clarifiés, on est dans un cadre complètement flottant, et ce cadre flou, il va produire presque toujours des tensions invisibles, délétères au cours, délétères aux relations, et surtout que l'on ne pourra pas recadrer, puisque non seulement le cadre n'a pas été nommé, mais qu'une deuxième grande étape, cruciale, n'a pas été faite. Cette étape, je vous la révèle dans la formation Dynamo et j'accorde toute une séance à la construction d'un cadre qui soit optimal, d'un cadre qui soit effectif. Parce que, je vous le disais, nommer un cadre, c'est une nécessité. Mais c'est une première étape, elle ne suffit pas en tant que telle. Un cadre qui est posé mais qui n'est pas opérant, ça fonctionnera pas non plus. On peut poser des éléments de cadre, des propositions d'organisation, des manières de travailler, mais il faut que ce cadre, il soit au minimum compris et surtout accepté et appliqué, sinon il va rester au niveau de l'intention. Et vous connaissez mon credo, l'intention seule, elle ne suffit pas. Même si elle est bonne, elle va rien structurer. Il faut qu'elle se traduise en actes. Je le redis, poser un cadre, c'est nécessaire, mais poser un cadre, ce n'est que la toute première étape pour faire en sorte que ce cadre-là soit appliqué. Si tu sens que c'est le moment pour toi d'aller plus loin dans cette investigation pédagogique, de passer d'une pédagogie intuitive à une pédagogie consciente, structurée, optimale, je t'encourage à postuler à la formation Dynamo. Je mets le lien en description de l'épisode. À l'issue des 4 mois de formation, tu seras non seulement en capacité d'asseoir ton positionnement pédagogique, mais aussi d'évoluer dans un cadre qui soit entendu, accepté par tes apprenants-apprenantes
et qui rendra plus simple et aussi plus sereine les relations pédagogiques et humaines. Et quant à la suite de l'analyse de ce fameux projet et de tous ses dysfonctionnements, je vous donne rendez-vous dans l'épisode de la semaine prochaine et dans le suivant. On va se parler conflit d'intérêts, motivation implicite, décalage entre le discours et les actions, mais aussi définition d'une mission, de la reconnaissance d'un travail donné, de son invisibilisation, d'outils qui sont efficaces ou non pour travailler au mieux en groupe, diminuer sa charge mentale, bref, tout ce qui permet des échanges humains plus sereins et ce qui permet surtout à un projet de tenir la route. Merci infiniment pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je serais très heureuse que tu partages avec moi ce avec quoi tu en repars. Pour ça, laisse-moi un commentaire sur Spotify ou dans l'application Apple Podcast. Prends bien soin de toi et à très vite pour notre prochain épisode ensemble.